L'albatros. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traîner à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Vous connaissez probablement ce poème, peut-être même par cœur, hypocrite lecteur. Bienvenue dans la troisième vidéo consacrée à la lecture intégrale des Fleurs du Mal de Baudelaire sur la base des travaux de Mario Richter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que j'ai sorti toutes les vidéos en format podcast sur toutes les plateformes. Bien sûr, les vidéos permettent une meilleure compréhension, notamment quand j'affiche les vers et les strophes dont je parle. Mais si vous, puissants esprits, vous sentez capable d'écouter plus que de voir, alors je vous invite à vous rendre sur l'émission L'Hypocrite lecteur sur toutes les plateformes en vous souhaitant de passer un bon moment. Bon, l'albatros. En termes d'analyse pure, il n'y a pas mille choses à dire et toutes ont été dites. Ce qui nous intéresse ici, c'est la place du poème dans la rhétorique profonde et la philosophie de Baudelaire et des Fleurs du Mal. L'albatros met en scène un spectacle cruel, celui des marins qui capturent un oiseau majestueux pour se distraire. Dans le ciel, l'albatros règne, immense et souverain. Sur le pont du navire, il devient grotesque et impuissant. C'est cette métaphore brutale que Baudelaire semble ériger en symbole. Le poète, semblable à ce prince des nuées, est sublime tant qu'il demeure dans son élément. L'imaginaire, la création, le rêve. Mais il devient maladroit, presque ridicule lorsqu'il touche le sol de la réalité ordinaire. La dernière strophe éclaire tout. Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Ces ailes, instruments de son élévation, deviennent dans le monde des hommes un fardeau. Ainsi, la grandeur même du poète contient sa damnation. Mais cette interprétation, bien qu'elle semble juste, enlève énormément de sa complexité au poème. Je vais vous expliquer en quoi. Pour mieux comprendre ce magnifique poème, il faut rapidement faire un état des lieux du poète et de sa place à la fin du XIXe siècle. Le poète est un être de plus en plus isolé, marginal et conscient de l'être. Il n'a rien en commun avec la tribu à laquelle il doit se soumettre. C'est le divorce entre l'artiste et la société. Car la société du XIXe siècle est faite de bourgeois partisans de l'utile et du progrès, pour lesquels la raison de Descartes et des Lumières œuvre sans relâche, une raison utile mais aussi morale, excessivement morale. C'est une société qui est persuadée de contrôler, d'administrer la réalité, la vie concrète, l'action. Au poète est laissé le reste, c'est-à-dire la vie idéale, la vie du rêve et de l'imagination, la vie de l'utopie que l'on accepte uniquement pour des raisons de conservation sociale. Voilà un nouveau dualisme qui se définit d'un côté la réalité et de l'autre le rêve. Or, le poète n'a pas sa place ailleurs, il ne peut s'occuper que du beau en opposition au laid, et devient ridicule et vulgaire lorsqu'il s'approche de la dite réalité. L'albatros est une incarnation de cette opposition. Comme l'albatros, le poète est beau et majestueux tant qu'il vole dans les airs, mais tombé entre les mains des marins, il devient vil et disgracieux. On n'admire plus ses grandes ailes blanches, et les marins s'amusent à en faire un souffre-douleur. Et c'est précisément ce contresens qu'a alimenté l'histoire littéraire. Des générations entières ont appris l'albatros de manière isolée, comme s'il s'agissait d'un poème autonome, célébrant la belle âme du poète maudit. Ce n'est pas par hasard que des générations entières d'écoliers aient appris ce poème par cœur, car il détermine, en oubliant complètement les intentions de Baudelaire, l'espace dans lequel le poète a le droit de se mouvoir, ou pas.
Il entérine cette dualité pourtant décriée par le poète de la division entre poésie et réalité. Il fait en sorte que l'on se dise que le poète s'occupe de ses beaux rêves en faisant de beaux vers et que les gens d'action s'occupent de la réalité. Mais il n'y a rien de plus tragique que ce poème termine dans la bouche de bourgeois tout content de connaître du Baudelaire par ce poème, car Baudelaire ne l'a jamais présenté seul, mais toujours en compagnie d'autres poèmes des Fleurs du Mal. Justement, car isolé, l'albatros devient une image flatteuse d'une incontestable banalité, celle du poète incompris, rêveur, presque romantique, mais replacé dans le cycle, il devient tragique et philosophique. Il ne s'agit pas de s'élever pour fuir le monde, mais de se heurter à lui, d'en subir la laideur, de s'en exiler. Faire de l'Albatros un poème isolé, c'est oublier que Baudelaire cherche justement à dépasser cette dualité entre le ciel et le sol, le beau et le laid, le rêve et la réalité. Il n'est pas question ici, comme on aurait pu l'imaginer, de l'albatros comme métaphore de l'imaginaire et du navire comme métaphore de la réalité et du réel. Non, il s'agit ici du navire comme représentation du monde ennuyé qui fait état de ce dualisme et qui l'entretient. Et l'albatros est le poète étranger à ces notions dualistes, supérieur et spectateur de celles-ci. Et si le poète se soustrait à ce dualisme, c'est justement qu'il est né d'un décret des puissances suprêmes, comme dit dans Bénédiction, et non d'un décret des puissances célestes ou terrestres, Dieu ou Satan, car il est, encore une fois, étranger à ces notions. On se rend enfin compte de la raison de cette seconde place dans le recueil, car tout comme dans Bénédiction, le narrateur parle du poète, il le place en dissociation complète avec la tribu, tout en lui promettant la possibilité de s'élever au-delà de l'hypocrisie et du monde ennuyé. On en a terminé avec ce court poème. C'est assez drôle de remarquer que le poème dont on parle le plus est celui qui véhicule le moins la philosophie de Baudelaire. Ce qui me fait dire que, encore aujourd'hui, Baudelaire dérange et qu'on ne le traite que sous l'angle, comment dire, entre guillemets, politiquement correct, sans jamais sonder sa profondeur. Alors la semaine prochaine, nous analyserons Élévation, qui est bien plus dense en philosophie, et qui est un de mes poèmes préférés des Fleurs du Mal, justement parce qu'il incarne une philosophie qui est encore plus grande que celle de Baudelaire à mon sens. Je ne pensais jamais dire ça de ma vie, mais je vais vous demander si vous avez aimé la vidéo, ce que j'espère, de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour que dans un avenir proche, je puisse consacrer un peu plus de moyens à ces vidéos et vous proposer un contenu d'une qualité encore meilleure. En espérant que pour l'instant cette qualité vous satisfasse, je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et votre temps. À la semaine prochaine et au revoir, hypocrite lecteur.